576e journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, une actualité multiple, mais commençons tout d'abord par ce qui se passe sur le sol syrien et également à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Il semble que le gouvernement turc veuille exercer une forme de chantage à l'immigrant, à l'immigration. Un ministre turc a même dit que s'il envoyait 1 million de réfugiés en direction de l'Europe, les gouvernements tomberaient. Bref, j'ajoute que Marine Le Pen a qualifié cet acte d'acte de guerre. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Penser que ce chantage aux immigrants consiste en une forme d'acte de guerre? C'est un acte de guerre politique, en tout cas. Mais c'est sûr que Erdogan prend de l'assurance, en proportion d'ailleurs d'une population turque qui avoisine maintenant 100 millions. Et on sait que l'islam en particulier a toujours été agressif à proportion de sa densité et de son nombre. Et on a une certaine inquiétude à se faire, sachant que nous recevons beaucoup d'immigrés de ces pays, en effet. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Bon. Alors, l'Union européenne, par exemple, je vous prie de m'excuser, l'Union européenne donne le sentiment de vouloir aider les Grecs à résister à cette vague migratoire. Mais en augmentant, heureuse surprise. En augmentant les effectifs de Frontex, est-ce que ça va suffire? Parce que... Oui, monsieur, Frontex, c'est rien du tout. C'est à partir du moment où on a affaire à des centaines ou des milliers d'immigrants, il est bien évident que les mesures d'autorité doivent être soutenues par des forces armées, des forces de l'ordre, qui est une densité au moins égale pour ne pas avoir à utiliser de moyens de force, justement. Si tu veux ne pas utiliser ta force, montre-la. En l'occurrence, les Grecs résistent et ils ont bien raison parce que ils ont sans doute une mémoire meilleure que la nôtre et ils se souviennent en particulier de la manière dont la population grecque a été massacrée et jetée à l'eau dans les années 20, n'est-ce pas? Il y a aussi la question de Chypre qui est plus récente. Et la question de Chypre où les Turcs se sont manifestés de façon énergique puisqu'ils ont pris pratiquement le tiers du territoire. Et nous allons là forcément vers des tensions qui sont d'autant plus redoutables que la Turquie est membre de l'OTAN. Comme la Grèce. Ce qui ne simplifie pas les choses. C'est en effet... ça devient une espèce de guerre civile. Alors, pour bien connaître le Dodécanèse, je sais que la défense de ces îles est très difficile, presque impossible pour un pays de la dimension de la Grèce, qui n'a pas l'importance de ses frontières. En quelque sorte, c'est un pays qui a beaucoup de frontières maritimes, et beaucoup de frontières avec la Turquie, justement, dont la pression ne s'est jamais, en fait, relâchée, dont l'ambition, en tout cas, ne s'est jamais relâchée, sans aller jusqu'aux anathèmes hugoliennes. Le Turc est passé là, tout est ruine et deuil, qui haut l'île des Vins n'est plus qu'un sombre écueil. Nous n'en sommes pas là, heureusement. J'espère que nous n'y arriverons pas, mais il est certain que les tensions vont se maintenir là pour des raisons qui sont structurelles en quelque sorte. Alors la coalition au pouvoir en Allemagne autour de Mme Merkel, qui termine son chemin politique, est plus faible qu'il y a quelques années. D'autre part, je regardais une statistique. À Berlin, par exemple, la deuxième communauté après les Allemands sont les Turcs. Bon. Alors, est-ce qu'on peut penser cette fois que l'Allemagne va résister dans des conditions plus fermes et ne va pas recommencer à ouvrir sa frontière ou à faciliter l'entrée chez elle d'une population déplacée venant pour l'essentiel du territoire syrien, mais auquel se greffent toutes sortes de gens qui, sous prétexte du drapeau de la Syrie et des bombardements qui s'y produisent encore sur le sol syrien, s'introduisent par ce biais en cherchant à gagner. Des Turcs d'ailleurs. Et des Turcs probablement aussi. Oui. Ce n'est pas impossible. Le cheval de Troie est un... Il n'y avait pas de Turcs dans le cheval de Troie. Non, il n'y avait pas de Turcs, mais il y avait des Grecs, mais quand même. Il n'en reste pas moins que la menace est latente, et la tension perceptible, et encore plus probable demain qu'aujourd'hui. Donc, c'est certainement, avec le Moyen-Orient, un des coins où
l'Europe va avoir à se défendre, il faudrait qu'elle en prenne conscience le plus rapidement possible. Alors, dernier point sur ce sujet, le chantage aux enfants, puisqu'il y a beaucoup d'enfants parmi ceux qui cherchent à entrer sur le sol de l'Union européenne. L'Union dit qu'il y a 1500 enfants à se répartir entre pays de l'Union. La présidente du Rassemblement national a dit qu'elle n'y était pas hostile en soi, mais on sent quand même qu'il y a derrière cette façon médiatique de présenter les choses en mettant en avant des enfants, un véritable chantage affectif sur les opinions. L'argument a déjà été utilisé. Je vous rappelle le cadavre de cet enfant sur une plage. Et il s'agit là de moyens de com'. De la guerre psychologique qui est un élément essentiel de la guerre moderne. C'est la guerre de l'opinion, la guerre des opinions. Et c'est sûr que dans ce domaine-là, nous sommes désarmés par rapport aux agresseurs, qui ont forcément plus d'imagination et plus d'initiative. Vous imaginez, parce que nous sommes tous membres de l'OTAN, une intervention par exemple de la marine française nationale en renfort de la marine grecque éventuelle sur ce coin du monde? Je la souhaite, mais je ne la crois pas envisageable, crédible. Alors le sujet qui écrase tous les autres, c'est évidemment la crise sanitaire autour du coronavirus. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement français... trop Satanas. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement français, tout de même, tient le coup dans cette affaire? Il fait ce qu'il faut? Oui, je crois qu'en tous les cas, il doit comprendre une chose, c'est qu'il s'agit là, pour le moins, d'une répétition générale. Parce que l'augmentation considérable des populations de la planète va rendre crédible l'éventualité de pandémies extrêmement meurtrières. Et par conséquent, cette préparation, en quelque sorte, que nous impose le coronavirus, dans toute hypothèse, me paraît un excellent exercice de préparation psychologique et technique. Cela étant, on ne sait pas du tout quelles en seront encore aujourd'hui les dimensions. Parce qu'on oscille sans arrêt, sans cesse, entre le désir d'avertir les populations, de les mettre en garde, et le désir aussi de ne pas les inquiéter pour éviter la panique. Alors, c'est pas très facile, et ça dépend un peu des ministres. Et chaque ministre a son registre. Il y a le registre rassurant et le registre inquiétant. Donc, attendons, mais je pense que le président a été clair. Il faut s'attendre à une augmentation considérable du nombre des gens qui seront atteints par la maladie. Souhaitons qu'elle ne soit pas grave, mais en toute hypothèse, elle doit nous servir de leçon pour l'avenir, parce que nous aurons certainement à connaître des types d'agressions, en quelque sorte, de ce type. Alors, il semblerait que le comportement collectif des sociétés compte énormément dans la manière de faire reculer l'épidémie. On voit ce qui se passe en Italie en particulier, où un Premier ministre, d'ailleurs d'une façon très inexpressive, sur son visage, a annoncé des mesures terribles, c'est-à-dire le confinement de tout un pays, brutalement, avec la mise en cause d'un système de santé qui semble très performant au nord, pas du tout au sud, avec des failles à cause de la régionalisation de la forme de gouvernement italien. Et puis chez nous, la coïncidence avec une crise majeure de l'hôpital public qui traînait depuis des mois, qui n'avait pas trouvé de solution et qui se trouve confronté à cette épidémie. C'est dans les situations de tension que se révèle la faiblesse des dispositifs. Je dirais que ça sert à ça aussi, si on a l'intention d'y remédier. Ce qui n'est pas toujours le cas. Si jamais la menace disparaît ou s'estompe, je crains que l'on oublie que les leçons qui furent données dès le début. Enfin, croisons les doigts. Alors, il y a les conséquences sanitaires, il y a aussi les conséquences économiques et financières qui peuvent être extrêmement lourdes si cette pandémie doit durer plusieurs mois. On a observé un effondrement du cours du pétrole en particulier. On ne peut pas considérer que ce soit une mauvaise nouvelle, ça. Si ça provoque un ralentissement de la consommation, si ça correspond à un ralentissement massif de la consommation et donc de la production et des moyens de production en général, ça peut devenir une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas que les automobilistes pour s'en réjouir dans 2 mois, parce que ça n'est jamais répercuté tout de suite. Alors il y a plusieurs hypothèses. Il y a ceux qui disent, comme par exemple la secrétaire d'État auprès de M. Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, c'est le moment d'aller en bourse et d'acheter les valeurs qui se cassent la figure, elles ne pourront que remonter.
Et puis il y a votre ancien collègue Bernard Monod qui nous a envoyé un message en disant « Si vous avez des dépôts supérieurs à 100 000 euros sur vos comptes courants, n'oubliez pas que l'Union européenne prévoit, en cas de faillite bancaire, de récupérer, pour sauver les banques, tout ce qui dépasserait cette somme. » Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, certes. Pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se précipiter, oui, parce que le fisc s'est occupé de votre compte, oui. Mais est-ce qu'il faut se précipiter pour acheter des valeurs qui tombent parce qu'elles vont monter, ou est-ce qu'il faut éventuellement déplacer ces actifs des comptes courants pour les mettre à l'abri? Je crois qu'il faut être très prudent, très, très prudent. Nous sommes dans une situation d'inquiétude, de trouble, de glissement psychologique massif et qui ont leurs répercussions bien évidemment sur les cours de la bourse. Donc, vous n'avez pas de recommandations dans ce domaine. Prudence, on ne bouge pas. Je n'ai pas d'inquiétude personnelle. Je n'ai pas de recommandations à faire. Chacun doit se fier à son instinct là, mais la prudence s'impose. Alors, est-ce que vous croyez que, à cause de l'épidémie, il y a un risque de voir s'effondrer au-delà des bourses la participation électorale, l'élection municipale dimanche? Oh, ça, c'est probable. C'est probable. La grande masse des électeurs sont les personnes âgées, les retraités. Il est probable que beaucoup d'entre eux craindront soit de tomber malade, soit de transmettre éventuellement une maladie qu'ils ont ou qu'ils pensent avoir. Je crois qu'on ne doit pas s'inquiéter de cette abstention. Elle est structurelle, si j'ose dire. Alors dans ces élections municipales, il y a un cas, ça concerne une commune des Bouches-du-Rhône, que vous avez suivi depuis le début et qui se présente d'une manière, on va dire, contrastée, mais je voudrais avoir votre commentaire. C'est la ville de Tarascon. C'est navrant. J'ai appris en effet que contre Valérie Lopi, ancienne conseillère régionale du Front National, amie fidèle, mais se présentant sous étant membre d'un autre parti. Je crois qu'elle n'est pas membre. Elle a reçu une fois dans sa commune Monsieur Dupont-Aignan. Ouais. Bon, elle a constitué une liste un petit peu comme à Perpignan, d'ailleurs ouverte à d'autres sensibilités politiques. Sûr. Elle est toujours, on peut dire, elle est plus Front National que Rassemblement National, oui. Peut-être. Mais ayant cette liste constituée par une personnalité qui a déjà vérifié sa popularité dans des élections précédentes, il était tout à fait stupide de créer une rivalité et de présenter une autre liste qui serait la liste du Rassemblement National. C'est une stupidité qui ne devrait pas se reproduire, ça. Enfin, je pense que les électeurs en feront leur crème, en quelque sorte. Et pour ma part, je conseille vivement de voter massivement pour Valérie Lopi, qui est la candidate nationale, évidemment la mieux placée et la plus capable d'être maire. Alors, dans la série des traductions de vos mémoires, voici la première. Il s'agit de la traduction espagnole. On peut dire un petit mot d'ailleurs de remerciement pour votre petite fille Marion Maréchal qui a joué un rôle actif. C'est vrai. De rapprochement pour permettre cette première traduction. Il y en a d'autres qui sont en vue, mais voilà. Alors évidemment, la couverture n'est pas la même. Oui. Hein. Et cette couverture me représente à un moment où j'étais président de la Corpo de droit, et ça se situe à l'intérieur de la faculté de droit où on nous avait laissé un espace d'action. Voilà. Donc nous sommes en 1953, 54 par là Quelque chose comme ça? Probablement, oui. C'est ça, oui, c'est même ça. C'est dans les années... oui, même pas, non, c'est un peu plus tôt même. Fin des années 40. Non, parce que 54, je suis déjà en Indochine. Oui, oui, donc... Non, c'est plutôt le 50-51. 50-51. C'est impressionnant, moi qui suis né en 52. Il y a 70 ans, c'est pas hier matin. Et puis, puisque vous parlez de la Corpo de droit, donc alors, ce sont les éditions Memorias en Espagne, traduction espagnole. Vous avez attendons les autres maintenant. Attendons les autres, mais vous avez un bon accent espagnol, vous savez dire ça, vous, sans être... vous voyez? Hijos de la Nación. Hijos de la Nación, fils de la nation. Oui.
Petite pensée peut-être pour un de vos amis de la Corpo, dont ça aurait été l'anniversaire aujourd'hui 11 mars. Jacques Dominati était né en 11 mars. Ah oui, il avait un an de plus que vous. Jacques est parti, c'était un de ses amis d'enfance, de jeunesse, qui ne se remplace pas en fait. Je ne sais pas qui a dit qu'après 30 ans, on ne se faisait plus d'amis, on ne se faisait que des relations. Rappelons que Jacques Dominati a été le principal initiateur du nouveau statut de Paris qui fait que dimanche prochain et le dimanche suivant, il y aura un maire élu à Paris. Absolument, et ça c'est de son fait. C'est de son fait. C'est son mérite. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine. Oui.